Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bien le bonjour, bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on s'attarde à la nouvelle campagne annuelle de santé mentale positive de Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. On écoute une annonce officielle du gouvernement du Québec et du Canada concernant le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et on fait un retour sur l'Assemblée du Conseil de ville de Saint-Michel-du-Squatec du 6 mars dernier. Mais tout d'abord, générique. La prochaine campagne annuelle de santé mentale positive de Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent sera du 1er au 7 mai sous le thème de « Créer des liens ». Afin de commencer cette campagne de sensibilisation, l'organisme de Rimouski a commencé la diffusion des outils et des messages de promotion. On vous présente la première vidéo promotionnelle qui nous donne 7 astuces pour se recharger. Découvrez nos 7 astuces pour se recharger et être bien dans sa tête. Vous l'aurez compris, ces 7 astuces, c'est dans le but de prendre soin de notre santé mentale au quotidien. Je vous incite d'ailleurs à vous abonner à la page Facebook de Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent afin de rester à l'affût des prochains outils de promotion de cette nouvelle campagne annuelle qui seront diffusés. À présent, on s'en va écouter une annonce importante du Canada et du Québec concernant le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. En effet, Stephen Guilbeault, qui est ministre de l'Environnement et du Changement climatique et aussi ministre responsable de Parc Canada, ainsi que M. Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, avaient une annonce importante à faire concernant le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Leur annonce concerne l'éventuel agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, ce qui donnerait l'opportunité aux belugas du Saint-Laurent de passer de 37 % de leur habitat protégé à 100 %. Enfin, c'est le désir des 2 paliers de gouvernement. Nous nous trouvons ici à l'embouchure du fjord du Saguenay et de l'estuaire du Saint-Laurent. C'était un lieu important pour de nombreuses Premières Nations, un lieu de rencontre, de commerce, de diplomatie. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent s'étend aujourd'hui sur 1245 km² dans ses eaux de l'estuaire du fjord. Le territoire actuel du parc marin est situé au cœur de l'habitat essentiel du beluga de l'estuaire du Saint-Laurent. Par contre, cette espèce emblématique de ce beau coin de pays se trouve en situation précaire. Je me réjouis de me tenir ici devant vous avec mon collègue, le ministre de l'Environnement du Québec, M. Benoît Charette, pour annoncer notre intention d'enclencher le travail en vue de l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Cette volonté de nos gouvernements respectifs répond directement aux objectifs auxquels le Canada et le Québec se sont engagés lors de la COP 15 à Montréal.
Ces objectifs de protection des milieux naturels visent entre autres à assurer qu'au moins 30 des milieux terrestres, d'eau douce, côtiers et marins sont protégés d'ici 2030, et particulièrement ceux de haute importance pour la biodiversité, comme c'est le cas ici dans l'estuaire du majestueux Saint-Laurent. Le parc marin a été créé par la collaboration de nos deux gouvernements et dans le respect des compétences propres à chacun d'entre eux. Aujourd'hui, fort de plus de 25 ans de cogestion fédérale provinciale et de gestion participative avec le milieu, le parc marin est un modèle unique. Il a fait ses preuves en matière de concertation pour la protection de la biodiversité et des mammifères marins dans le fjord du Saguenay et dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui à Tadoussac, c'est que nous voulons continuer de bâtir sur ce modèle collaboratif visionnaire, développé durant les années 80 et 90 par nos prédécesseurs. Je ne crois pas parler à tort et à travers en disant que nous, Monsieur le ministre et moi, croyons fermement à l'importance de mieux protéger le beluga et l'ensemble des mammifères marins de l'estuaire du Saint-Laurent et de leurs habitats. Et ensemble, je sais que nous y arriverons. Je salue les relations que nos deux gouvernements ont développées avec les communautés au fil des ans. L'engagement du comité de coordination du parc marin, dont plusieurs des membres sont ici, est extraordinaire. Saviez-vous qu'il a célébré cette année plus de 100 rencontres? Ce comité accompagne de façon continue le parc marin dans son développement et je lui en suis reconnaissant de le faire avec autant de rigueur et d'enthousiasme. Le parc marin repose sur un partenariat qui unit nos gouvernements, les Premières Nations, l'industrie touristique, le milieu de la science, les organismes à but non lucratif et les municipalités. Ce travail de collaboration est essentiel à la protection des milieux naturels. C'est en s'unissant de la sorte que le parc marin peut ainsi être porteur de grandes réalisations qui rayonnent jusque sur la scène internationale. D'ailleurs, le parc marin est un pionnier dans le réseau des aires marines au Canada. Il est aussi le premier parc à protéger exclusivement le milieu marin au Québec. Plusieurs exemples bien concrets montrent les succès du parc marin sur différents plans. On compte notamment le règlement sur les activités en mer dans le parc marin, qui est le premier règlement au Canada à avoir établi des distances d'approche des baleines et à avoir imposé des limites de vitesse en leur présence. La fermeture saisonnière de certains secteurs clés du parc, comme la pouponnière des belugas dans la baie de Sainte-Marguerite, l'adoption volontaire de mesures de réduction de vitesse des navires par l'industrie du transport maritime, la multiplication des collaborations scientifiques et la précieuse collaboration avec l'industrie des croisières. Mais le travail n'est pas fini. Au cours des prochains mois, nous travaillerons étroitement avec le gouvernement du Québec, le comité de coordination du parc marin, les Premières Nations, l'ensemble des acteurs du milieu et la population à définir les modalités d'agrandissement du parc marin. Mais à terme, nous espérons pouvoir quadrupler la taille du parc. En temps opportun, nous tiendrons également une consultation publique pour bien ficeler ce projet d'envergure. La crédibilité du parc marin s'est construite sur la concertation, sur la mobilisation des différents acteurs et sur le travail conjoint à l'atteinte d'objectifs communs. Et ces bases nous porteront encore plus loin. La vision d'un parc marin agrandi sera développée dans le même esprit. J'ai bien hâte de voir jusqu'où nous irons, tous et toutes ensemble, pour la protection de l'estuaire et du fjord. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Je ne prendrai pas le temps de toutes et tous vous nommer, mais merci d'être présents ce matin. Vous allez me permettre quand même 2 salutations particulières. Mon collègue Yves Montigny, député du secteur, merci de nous recevoir chez toi. Et Monsieur le maire, Monsieur Terrien, vous avez une superbe ville. Je sais que vous êtes accompagné de collègues au conseil. Merci de nous recevoir. C'est plus que gentil. Et c'est vrai que c'est une belle nouvelle qu'on vient confirmer ce matin. C'est un honneur, en fait. Hein? C'est quelque chose qui a été initié il y a 25 ans. Les années passent. Je parlais des gens qui étaient là depuis les tout débuts. Mais le fait de se réunir aujourd'hui, et ça prouve une chose, c'est que les expériences des 25 premières années étaient à ce point concluantes qu'on veut non seulement poursuivre l'aventure, mais qu'on veut prolonger le territoire qui est couvert. Et c'est vrai également que c'est une très belle collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur une volonté commune. Stephen le disait à juste titre, il y a des engagements importants qui ont été pris sur le côté de Montréal il y a quelques semaines, tout juste avec la COP 15, et on vient y donner suite de façon assez concrète et de façon assez tangible.
Je vous disais, c'est une expérience heureuse depuis 25 ans, oui, mais le travail n'est pas terminé. Steven l'a mentionné, on parle beaucoup du beluga. Il n'y a aucun doute que ces travaux-là, ces dernières années, ont été profitables à l'espèce, mais on voit qu'il y a encore certains risques. C'est une espèce qui continue d'être menacée, qui diminue en nombre aussi au fil des années. On a essentiellement un petit peu moins de 40 de son territoire actuellement qui est couvert à travers le parc marin. On vise maintenant le couvrir à 100% pour accentuer justement sa protection. On le sait, au niveau des femelles, au niveau des veaux aussi, il y a des particularités, donc il n'y a aucun doute que cet agrandissement-là sera profitable. On parle du beluga, mais c'est 2200 espèces qui sont recensées sur le territoire. Donc oui, le beluga, c'est emblématique, c'est quelque chose auquel on se réfère aisément dans la région, notamment à la grandeur du Québec, mais il y a 2200 autres espèces qui profiteront de cette protection. Et protection, puis il y a plusieurs acteurs qui peuvent en témoigner. Il y a souvent ces doutes-là. La protection, quelles sont les contraintes, quels seront les impacts au niveau du développement économique notamment. Je pense qu'il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui peuvent dire à quel point le parc marin a été une formidable occasion de mettre, l'expression est bonne, mettre sur la map en quelque sorte le secteur parce qu'il y a une promotion. Il y a des campagnes de publicité qui viennent s'ajouter pour inciter les gens à venir visiter ces beautés naturelles-là. Donc même d'un point de vue strictement économique, on y trouve notre compte, mais il ne faut pas perdre non plus le but scientifique derrière ça, c'est-à-dire la protection des espèces. Steven m'a devancé en saluant le travail de M. Pelletier. Je tenais à aller le voir tout à l'heure en arrivant. Je vous avais vu à travers des photos, certains reportages, mais je ne vous avais jamais rencontré. J'ai dit, oui, M. Pelletier, je veux aller le saluer, je veux aller le remercier. C'est un travail colossal que M. Pelletier réalise depuis des années. Il est bien accompagné, ceci dit. Il y a plusieurs autant. Et ça, c'est un autre aspect, la gouvernance locale de ce parc que l'on veut naturellement étendre aux nouveaux territoires qui seraient visés, mais c'est sans doute la meilleure façon de rassurer les gens qui peuvent se questionner quel sera l'impact de ce parc-là. C'est une gouvernance qui est locale. M. Pelletier, il joue un rôle crucial, mais il est très bien accompagné, naturellement. Les MRC, les communautés autochtones aussi sur le territoire qui jouent un rôle primordial dans la gestion de ce parc. Donc, à vous toutes et tous, merci. Je le disais à la blague à M. Pelletier, on vient vous ajouter un petit peu de travail ce matin, mais connaissant votre degré d'implication et de ferveur dans le dossier, je suis convaincu que c'est un travail avec vos collègues qui sera très bien relevé. En terminant, c'est quoi la suite des choses? Quelles sont les prochaines étapes? On a naturellement cette volonté de vous consulter, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, on a à s'arrimer, on a pas mal déterminé les balises qui seront mises au jeu pour la consultation. Mais les acteurs concernés, autant au milieu municipal, scientifique, mais également les gens d'affaires qui pourraient avoir des questions, les prochains mois serviront à ça. Et le but ultime, on le souhaite, la concrétisation à travers les décrets quelque part en 2025 pour officialiser l'agrandissement de ce très beau projet. Donc, merci. Je pense que je ne peux pas conclure d'une autre façon que de remercier d'abord Steven, tes équipes. On le disait tout à l'heure, les deux ministères ont travaillé de façon assez étroite et remarquable ensemble. Mais merci à toutes et tous également pour votre travail des 25 dernières années et le travail qui commence avec cette belle annonce qui est faite ce matin. Merci beaucoup. Camille Lacroix pour Radio-Canada. Ma question, je pense que plusieurs se la posent. Est-ce qu'il va y avoir un financement pour mettre en œuvre ce projet-là? Merci pour la question. Évidemment, au terme de la consultation publique et des étapes législatives à travers lesquelles on devra passer, c'est clair pour nous qu'en tant que gouvernement fédéral, il faudra s'assurer que les ressources sont là
pour assurer la viabilité du projet, la vitalité de ce projet-là. Mais nous avons été au rendez-vous jusqu'à maintenant pour le parc marin et nous allons continuer de l'être. Et à travers deux instances en particulier, il y a Parc Canada qui est bien présent sur le site actuel et vous avez la CEPAC aussi qui l'est. Donc, ce sont deux instances qui sont financées pour justement bien incarner la mission du parc. Et ce sera la même chose avec son agrandissement. Peut-être en sous-question, est-ce qu'il y a une annonce d'un montant qui va être un montant supplémentaire? Non, pas ce matin, puisqu'il faut d'abord définir avec les partenaires, les peuples autochtones, l'industrie, les municipalités, il va falloir définir quelles seront exactement les limites du nouveau parc, passer à travers nos étapes respectives législatives. Et ensuite, ce sera l'étape de la discussion avec nos ministres respectifs des Finances. Oui. Bonjour, Myriam Gauthier pour Radio-Canada à Saguenay. Pouvez-vous nous expliquer concrètement quels vont être les impacts pour la protection du beluga et des espèces marines d'agrandir les limites du parc marin? Benoît en a parlé, mais présentement, le parc protège à peine 40% de l'habitat du beluga. Ce que nous souhaitons faire conjointement, c'est en protéger 100%. Alors, évidemment, plus on protège l'habitat, plus l'espèce a de chances de se rétablir et éventuellement de croître, de se remettre des différents impacts que le beluga a subis au cours des décennies. Donc, c'est l'objectif, passer de 37% de protection de l'habitat à 100%. Et en sous-question, est-ce que cette protection élargie va avoir un impact sur le trafic maritime sur le Saguenay ou dans le Saint-Laurent? Dans les faits, il faut savoir qu'il y a déjà un parc, c'est 1245 km² actuellement, et le trafic maritime se poursuit. Ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a des limitations de vitesse, il y a des comportements qui doivent être changés, mais d'aucune façon, ça empêche le trafic maritime. Et quand on regarde l'emplacement actuel du parc, les bateaux doivent passer par ce parc-là. Ils se sont adaptés au fil des dernières années avec une très, très belle collaboration, autant au niveau maritime qu'au niveau des autres acteurs côtiers. Donc, cette collaboration-là sera amenée à se poursuivre, mais sur une étendue plus grande, mais ça n'entrave pas. Mais oui, ça vient réglementer, ça vient inciter à certains changements de comportement pour le trafic maritime. Au cours des 25 dernières années, l'industrie s'est très bien adaptée à ces conditions-là. Bonjour, Émilie Bernier des Éditions Nordiques, donc les 4 journaux qui couvrent de Charlevoix jusqu'à Sept-Îles et au-delà. Ma question, c'est sur le développement industriel. Est-ce que ce nouveau dessin-là va impliquer, on parle de 2025 pour une application concrète, est-ce que ça implique d'ici là un moratoire sur certains projets industriels qui pourraient être présentement en jeu là, dans la zone concernée? Comme Benoît l'a dit, nous avons déjà une aire marine protégée de plus de 1200 km². L'objectif de ce type de projet-là, c'est de mettre la conservation au cœur de ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on fait juste ça. Il y a encore de l'activité touristique, il y a encore de la pêche commerciale. Benoît le disait, il y a du transport maritime, mais on fait ça à travers le prisme de la conservation. Alors, ça exige dans certains cas de réduire la vitesse des navires. Donc, ça demande d'adapter certaines activités dans le cadre de la conservation, mais il n'y a pas de moratoire qui est proposé ce matin ou qui le sera là, à travers ce projet-là. Il y a peut-être un élément, parce que la question nous a été posée souvent. La stratégie maritime est aussi très, très importante pour le gouvernement du Québec et on sait qu'il y a des travaux qui doivent s'effectuer et même de nouveaux ports qui doivent voir le jour là, au cours des prochaines années. Et c'est pour ça qu'il y a une consultation sur les délimitations. Donc, à partir du moment où il y aurait un projet avec un port en particulier, donc le secteur du port ne serait pas inclus dans les délimitations du parc marin. Donc,
c'est là où on peut rassurer celles et ceux qui ont des projets et qui sont importants pour la stratégie maritime québécoise, mais canadienne également. Donc, c'est une consultation qui débute, qui va nous permettre là, de bien baliser et délimiter le territoire du parc agrandi. En sous-question, on a des grands projets dans ce territoire-là, peut-être le déplacement du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, peut-être éventuellement un pont sur le Saguenay. Est-ce que tous ces projets-là seront alors évalués avec le prisme du nouveau parc, en fait? Oui. Évidemment, puis avec, comme Benoît le disait, ce qu'on cherche à faire dans le cadre de la consultation, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible, ce qui va nous permettre de baliser les limites du parc. Mais s'il y a des nouveaux projets, nous avons des processus d'évaluation d'impact, que ce soit le BAP ou l'Agence d'évaluation d'impact fédéral, qui regardent ces projets-là d'un point de vue environnemental, bien sûr, et qui regardent aussi les bénéfices économiques. Ce qu'on cherche à faire dans l'évaluation de ce type de projet-là, c'est quels sont les bénéfices du projet versus les impacts et est-ce qu'au niveau environnemental et sociétal, il y a plus de bénéfices que d'impacts. Toujours un équilibre qui il n'y a jamais de réponse facile à ça, mais pour tout nouveau projet, il y aurait ce genre d'évaluation-là. Selon la responsabilité des différents paliers de gouvernement, on n'évalue pas tous les projets au niveau fédéral. La plupart au Canada sont évalués par les provinces et les territoires. Bonjour, Emma Jacquet, journaliste pour CHO-FM Charlevoix. J'en profite, là, vous êtes là ici aujourd'hui avec nous. On parle des espèces qui sont en situation de précarité. Évidemment, on couvre le territoire de Charlevoix. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du caribou forestier de Charlevoix. Là, c'est quand même un autre dossier, mais je pense que c'est important d'en parler, de vous poser la question. J'ai une première question pour M. Benoît Charette. Là. On sait que c'est une situation, il reste 20 bêtes. On a quand même peu d'informations. Est-ce qu'on a un plan de réinsertion? Si oui, bon, on parle d'une stratégie gouvernementale en juin, mais est-ce qu'on a plus d'informations quand même à nous donner? En quoi ça consiste? Parce que ça préoccupe aussi la population charlevoisienne, là. Merci de la question. C'est un sujet qui est important. Au cours des derniers jours, il y a eu plusieurs rencontres. D'ailleurs, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean hier, j'étais sur le côté ce matin encore de Sacré-Cœur avec une importante industrie à travers Bois-Saco. Le message est le même. Peu importe à qui on parle, là, le message est le même. Il faut protéger le caribou, mais en même temps, on ne peut pas ne pas considérer l'importance de la foresterie dans les régions. D'un point de vue strictement économique, c'est ce qui permet à plusieurs villages de se développer, mais même d'un point de vue environnemental, le bois, la forêt, ce sont des éléments qui sont capitaux, ne serait-ce qu'au niveau de la lutte au changement climatique. Donc maintenant, c'est cette recherche d'équilibre. Il y aura une stratégie caribou en juin. On est très, très clair à ce niveau-là, avec des mesures de protection fortes pour assurer justement la survie et le développement de cette espèce-là. Mais on ne peut pas le faire sans considérer l'importance de la foresterie dans la région. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des derniers jours en présentiel, l'expression est rendue commune, mais aussi depuis des semaines à Québec et ailleurs au Québec, on multiplie les approches, les rencontres avec les joueurs de l'industrie, avec les spécialistes de la conservation. Donc, on entend arriver à ce bel équilibre-là en juin et faire valoir la richesse de notre territoire. Et cette richesse-là s'incarne à travers le caribou, mais également à travers nos industries forestières. J'entends, mais si on parle plus local, plus régional, là, pour Charlevoix, est-ce qu'on a quand même des mesures concrètes? Parce qu'évidemment, la situation, elle est différente pour chaque région, mais pour Charlevoix, là, parce qu'il y a des questionnements dans la population quand même, est-ce qu'il y a des actions concrètes? On a plus d'infos? Il y aura des actions dans chacune des régions où le caribou est présent. Essentiellement, on résume Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, le Grand Nord, Charlevoix, Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y aura des mesures pour chacune de ces régions-là. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous les dévoiler, mais Charlevoix sera aussi partie intégrante de la stratégie caribou. J'ai une question, j'y vais rapidement avec M. Guilbeault. Toujours pour le même dossier, est-ce que vous êtes satisfait là, des mesures ou en tout cas du processus là, du gouvernement du Québec dans ce dossier-là pour l'instant? Bien, comme vous le savez, probablement, juste avant les dernières élections provinciales, nous avons signé une lettre conjointe entre Québec et Ottawa sur la question du caribou, où on s'entendait essentiellement sur 3 choses, que nous allons travailler conjointement pour
que d'ici le mois de juin, nous ayons un plan pour le Caribou, un plan conjoint. Que l'un des objectifs que l'on poursuivait à travers ce plan-là, c'est de protéger 65% de l'habitat. Et 65%, ce n'est pas un chiffre qu'on a sorti d'un chapeau, c'est ce que les scientifiques, les biologistes nous demandent de faire pour permettre à l'espèce de se rétablir. Et le troisième élément, c'est qu'on va faire ça en collaboration avec les peuples autochtones au Québec. Nos équipes travaillent très bien ensemble. On a une excellente collaboration, Benoît et moi également. Donc, moi, je suis confiant qu'on va réussir à avoir cette entente-là pour le mois de juin. Écoutez, première question concernant évidemment l'agrandissement du parc marin. Monsieur Charest, vous aviez déjà identifié avec votre gouvernement des réserves de territoire pour fin d'air protégé, notamment en aval de l'actuel parc marin. Est-ce que, parce qu'on parle de quadrupler la superficie, est-ce que ces zones-là pourrait, selon toute vraisemblance, faire partie de cet agrandissement-là du parc marin? Effectivement, en 2020, si on remonte un petit peu dans le temps, on avait identifié certains secteurs qu'on avait placés sous réserve et selon le scénario souhaité, ce serait intégré ces territoires-là dans le parc marin. Naturellement, il y a les consultations qui s'en viennent, mais l'objectif serait d'intégrer ces réserves de territoire dans la future délimitation du parc marin. Autre question, un des enjeux pour le beluga du Saint-Laurent, mais d'autres espèces, c'est la pollution sonore qui est occasionnée par les navires. Un des enjeux qui est soulevé aussi, puis c'est d'ailleurs quelque chose qui fait débat dans la région, la question du pont sur le Saguenay, qui permettrait aussi quand même de réduire le bruit dans l'habitat du beluga. Est-ce que ça fait partie des consultations ou de la réflexion sur les mesures de protection du parc marin une fois qu'il sera agrandi ou qu'il sera bonifié? C'est un projet qui est cher à plusieurs personnes dans la région, c'est bien certain. On n'est pas en mesure aujourd'hui de vous annoncer quoi que ce soit par rapport à la construction d'un nouveau pont, mais oui, c'est réitéré. Non, je n'ai pas de nouvelles, d'annonces surprises à ce niveau-là, mais c'est un souhait qui est réitéré dans la région, donc c'est évalué là, actuellement là, par les bonnes instances. Sur la question du bruit, c'est évidemment un enjeu qui est pas unique à la région ici, mais c'est une question sur laquelle nous travaillons, Environnement et Changement climatique Canada, de près avec nos collègues de Transport Canada et de Pêche et Océan. Et il y a des bonnes nouvelles à l'horizon. On voit des technologies de traversiers électriques, par exemple. Nous avons des discussions présentement avec le gouvernement de la Colombie-Britannique qui a une flotte impressionnante de traversiers pour explorer la possibilité de commencer à électrifier ces traversiers-là. Or, des traversiers électriques font beaucoup moins de bruit que les traversiers conventionnels à moteur à combustion interne. Donc, nous avons commencé à explorer ça et c'est certainement une conversation qu'on aimerait avoir avec le gouvernement du Québec également. J'espère que cette annonce sera perçue comme une bonne nouvelle chez la plupart d'entre vous. On le sait, la protection des espèces marines et du Saint-Laurent en général est quelque chose de très important pour les Bas-Laurentiens. Donc cette annonce-là est importante pour nous à la TCBH de vous la présenter. On prend une pause publicitaire et par la suite, on fait un retour sur l'Assemblée du Conseil de ville de Saint-Michel de Squatec du 6 mars dernier. Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté. Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle, parlée sur 5 continents qui nous ressemblent et nous rassemblent. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français.
On est de retour à l'émission. Le 6 mars dernier, à Saint-Michel-du-Squatec, c'était le conseil de ville. Bien entendu, comme à chaque mois, la TCBH s'est présentée pour pouvoir diffuser en direct cette assemblée. Et afin de bien représenter les hauts pays, on vous présente dans notre émission d'actualité une partie du conseil de ville de Squatec. Parfait. On est rendu à l'approbation des comptes. Donc, vous avez tous devant vous. Faire un petit résumé, la liste des chèques émis et les salaires. Dans le fond, les salaires nets, ça comprend les élus et employés avec les frais de déplacement. On parle de 50 298,96. Il y a le ministère du Revenu du Québec et la CSST pour un montant de 19 015,72. Le receveur général du Canada pour 7 121,6. Pour un sous-total des salaires et frais de déplacement et cotisation d'employeurs pour 76 435,74. On a des comptes incompressibles payés au 6 mars pour un montant de 25 641,14. On a un total des comptes à payer en mars 2023 pour 160 541,3. Des chèques émis pour 185 548,43. Pour un grand total de 448 166,34. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions concernant ces dépenses-là. Oui. 11,39, ça, c'est Route des Monts Notre-Dame. Ça, c'est une cotisation. Cotisation municipale l'année 2023, 1032. Ça, c'est pour l'année ou c'est trimestriel ou c'est quoi? C'est chaque année, dans le fond, il estime que c'est 1$ par capita. Toutes les municipalités qui veulent adhérer à la Route des Monts Notre-Dame, puis on en fait partie. OK. Puis on paye 1$ par capita. Fait que c'est toutes les municipalités on part de Sainte-Luce, qui va jusqu'à Desjolies. Toute la route qui passe par là, ben, les municipalités qui font partie de la Route des Monts Notre-Dame payent une cotisation à la Route des Monts Notre-Dame. Ils nous font la publicité. C'est ça, ils font la publicité. Dans le fond, on paye ce montant-là. Les autres, ils ont fait des affiches, ils ont fait, je sais pas... Il y a un site Internet, il y a un guide touristique. Ils font de la promotion pour cette route touristique. C'est juste pour savoir, c'est annuel. Oui. Puis on paye, ça fait quand même plusieurs années qu'on paye cette cotisation-là chaque année. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je vais faire la proposition. Oui, Daniel en fait la proposition. Parfait. Demande d'appui, projet de yacht La Zacowan. Dans le fond, on a eu une demande de la Fédération Chasse et Pêche Owen Incorporée qui aurait un projet d'implantation de yachts sur son territoire. Puis il y aurait besoin ils ont une demande de projet qui ont besoin de partenaires financiers pour la réalisation de ce projet. La MRC, elle, a une enveloppe budgétaire pour ce genre de projet. Si vous êtes en accord, nous autres, dans le fond, la municipalité, ça nous engage à rien monétairement. C'est juste comme de quoi qu'on donne un appui favorable à ce qu'il y ait des yachts qui se construisent, dans le fond, sur le site de la Fédération Chasse et Pêche Owen Incorporée. Fait que si vous êtes en accord, Sébastien fait la proposition. C'est correct pour tout le monde? Oui. Ouais. Nomination d'une adjointe à l'inspecteur municipal pour l'application du règlement d'urbanisme sur le territoire de la ZEC-Owen. Dans le fond, considérant que la résolution 2014-08-240 concernant le contrôle intérimaire relatif au camping sur le territoire de la ZEC-Owen, considérant que Mme Linda Rodrigue occupe le poste de coordonnatrice de camping pour la ZEC, si vous êtes en accord, on se doit de nommer Mme Linda Rodrigue à titre d'adjointe à l'inspecteur en urbanisme et responsable de l'application des règlements d'urbanisme sur la municipalité de Saint-Michel-de-Squatec, mais sur le territoire de la ZEC-Owen. Donc, si vous êtes en accord qu'on nomme cette personne-là. Moi, je propose. Daniel en fait la proposition.
Je pense que c'est eux autres qui nous soumettent ça. Exactement. Ils choisissent deux personnes. On appuie. L'autre point, demande d'appui à Maison de la Famille. La Maison de la Famille, dans le fond, souhaite déposer un projet à la MRC Témiscouata afin d'aménager des espaces pour développer la psychomotricité chez les jeunes de 0-5 ans. Considérant que la Maison de la Famille du Témiscouata demande à la municipalité de Squatec un appui pour ce projet, que la municipalité a comme priorité le bien-être de nos jeunes et que ce projet permettra d'offrir des milieux adaptés et sécuritaires afin de développer leur plein potentiel. Si vous êtes en accord, dans le fond, on a juste besoin d'une résolution comme de quoi qu'on les appuie dans leur démarche de financement pour qu'on puisse créer des espaces pour développer la psychomotricité chez les jeunes de 0-5 ans. Sonia en fait la proposition. C'est correct pour tout le monde? Oui. C'est bon. Demande de commandite du Centre des femmes du Haut-Pays. Considérant que le Centre des femmes du Haut-Pays organise une activité afin de souligner la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars 2023. Il y a un repas chaud et un souper spectacle avec une chansonnière au bien de même de Squatec qui aura lieu le 9 mars 2023. Puis cette activité est mixte et est offerte à l'ensemble de la population. Si vous êtes en accord avec ça, ça me prendrait une proposition afin d'accepter que la municipalité donne un montant de 200 $ au Centre des femmes du Haut-Pays pour leur activité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Si vous êtes en accord, Daniel en fait la proposition. Marco en fait la proposition. Il y a trop de Daniel autour de la table. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon. L'autre point, deuxième versement dans le cadre du règlement d'aide aux entreprises. La municipalité avait adopté un règlement 388 établissant un programme d'aide financière aux entreprises. Lors de la séance du 6 décembre 2021, il avait été résolu que la municipalité octroie une subvention de 6 000 $ pour l'aide financière à l'entreprise Restaurant Saint-Michel 2022 incorporée. Cette subvention-là a été versée en 2 versements. Il y a seulement un versement qui a été fait. L'autre versement, dans le fond, le versement final devait être fait suite à un dépôt d'un rapport final démontrant que l'aide financière qu'il avait reçue lors de la première année avait été utilisée auquel avait été consenti. La municipalité a reçu le dépôt de ce rapport. Donc, si vous êtes en accord, on donnerait le deuxième versement qui reste un montant de 3 000 $ à l'entreprise Restaurant de Saint-Michel 2022 incorporée. Je vais proposer. Daniel Caron fait la proposition. C'est correct pour tout le monde? Oui. C'est bon. L'autre point, réparation de la chargeuse, contrat pour le décapage au jet de sable et peinture. Dans le fond, notre chargeuse a besoin d'être peinte et protégée contre la rouille. On a eu une soumission, les jets de sable Ecoblast LP, qui offre d'effectuer ces travaux pour un montant de 18 000 $. Si vous êtes en accord, ces fonds proviendraient du budget d'immobilisation. Je tiens à préciser aussi que oui, ça peut sembler assez onéreux, sauf que c'est un procédé qui est utilisé sur les bateaux marines, sur les bateaux qui sont sur la mer, qui est la mer salée, qui fait que les coques sont comme plus protégées. C'est le même procédé de traitement de peinture qu'ils font là-dessus. C'est pour ça que c'est une entreprise du Témiscouata qui est quand même accréditée pour faire ça. Fait que si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition pour accepter ce contrat-là. De toute façon, si on le ferait nous autres-mêmes, ça coûterait deux. Ben, il n'y a pas rien que ça. On n'est pas équipé, on n'a pas l'expertise, on n'est pas capable de tout le faire. C'est pas une peinture qu'on est capable de faire non plus. Là. Fait que ça me prendrait une proposition si vous êtes en accord. C'est beau. Marco, on fait la proposition. On a la réparation du camion 04 pour la même chose, un jet de sable et peinture au châssis, puis le dessous de la boîte. Dans le fond, on a reçu une soumission de la même compagnie, le sable Ecoblast LP. On parle d'un montant de 14 500 $. Ces fonds proviendraient aussi du budget d'immobilisation.
Sébastien en fait la proposition. Dans le fond, ce qu'on entend, c'est qu'on veut faire la maintenance pour garder nos instruments le plus ouais. longtemps possible. Dans le fond, c'est préserver contre le sel, le calcium, pour être capable d'avoir de la machinerie qui va nous toffer plus longtemps. L'autre point, on a la réparation du camion citerne pour la même chose. On a une soumission de Ecoblast LP pour un montant de 16 000 $ eux aussi. On peut se demander pourquoi le camion citerne. À quelques reprises dans le passé, on a arrosé, on étendait le sel avec nos camions nous autres mêmes, et le camion citerne allait arroser, puis ça a travaillé quand même beaucoup le frame, dans le fond, du camion citerne. Donc, on se devait de faire quelque chose avant qu'on le perde aussi. Donc, on le ferait faire en même temps, lui aussi, si vous êtes en accord, pour un montant de 16 000 $. M. Daniel Roussel en fait la proposition. C'est bon pour tout le monde? Oui. L'instauration d'un régime de retraite pour les employés municipaux. Vous savez tous que la municipalité désire assurer une stabilité au niveau du personnel et rester attractive dans le recrutement de ses nouveaux employés, puis qu'on souhaite demeurer compétitive en termes de conditions salariales et d'avantages sociaux. Puis on pense que l'instauration d'un régime de retraite est une demande émanante du personnel. Les fonds nécessaires ont déjà été prévus au budget 2023. Si vous êtes en accord avec cette proposition-là, je prendrais un élu qui me donne la proposition pour qu'on puisse instaurer un régime de retraite à partir du 1er avril 2023 aux employés de la municipalité de Saint-Michel-de-Squatec. L'adhésion des employés au régime serait non obligatoire. Puis l'apport dans l'employeur, dans le fond de la municipalité, serait équivalente à l'apport versé par l'employé au régime jusqu'à concurrence de 3 % du salaire de la base du participant. Dans le fond, si vous êtes en accord avec ça, on prendrait une proposition. S'il n'y a pas grand monde qui adhère, ça vient-tu influencer? Ça ne change rien. Ni au niveau Non, ça ne change rien. de la cotisation? Non. C'est bon. Dans le fond, je pense qu'il avait été prévu au budget, on avait mis 100 % des employés au maximum 3 %. Mais si un employé décide de prendre juste 2 %, ben, la municipalité va défrayer 2 % seulement. Ou qui adhère pas pantoute. Ou qui adhère pas, ben, ça ne coûte rien. OK. Ils ne sont pas obligés. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas obligatoire. Fait que si vous êtes en accord avec ça, ça me prendrait une proposition. Bon. Marco en fait la proposition. Parfait pour tout le monde? Oui. Rapport des comités. On va y aller avec Daniel en commençant. Ouais. Dans le fond, au niveau des loisirs, c'est la semaine de relâche VIP. Donc, il y a des activités un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. Le Témis au complet s'est mis ensemble un peu pour organiser des activités. Là, puis que les enfants ont reçu des genres de cartes là, que tu peux aller. C'est ça, un genre de passeport que tu peux aller faire étamper dans toutes les municipalités qui se passent. Puis je me dis qu'il y a des prix à la fin selon la participation. Au niveau du Squatec, en fait, la semaine passée, il y avait le tournoi de hockey-ball qui a eu 4 équipes qui a quand même été un succès. Après ça, mardi, il y a des jeux gonflables avec la pâte à papa puis des jus. Jeudi, il y a un après-midi cinéma. Les deux activités, c'est 5 $ par enfant ou 10 $ pour une famille au complet. Puis samedi, il y a un tournoi de soccer sur glace pour les inscriptions. Bobby Jacques. Sinon, il y a eu les comités consultatifs en urbanisme, les règlements qu'on a déjà fait. Ouais. Parfait, merci. Comité consultatif en urbanisme avec Daniel, même chose. Puis, j'ai pas eu d'autres rencontres. Parfait. Ouais, j'ai eu une réunion Zoom la semaine passée avec transport adapté collectif pour acheter un autobus neuf. On va s'acheter un autobus neuf. OK. Puis là, c'est ça. Ils s'en viennent avec ça? Ou... Ouais. Ils s'en viennent avec ça? Ben, on l'a acheté, ils vont la chercher, là. OK, mais... je comprends pas si tu veux dire. Non, on a déloqué pour qu'ils la jettent, puis... C'est bon. Parfait. Marco, le loisir. Pas parti par rien d'autre.
Rien d'autre, c'est bon. Moi, au niveau de la RIDT, on a eu une rencontre. Là, on est en train de regarder, on va être obligé d'aller en appel d'offres concernant la récupération des déchets et des ordures et de la récupération. Le contrat finit en 2024, sauf qu'à fin 2023, on se doit de retourner en appel d'offres. Là, on sait qu'avant la dernière appel d'offres qui avait été donnée, il y avait 2 soumissionnaires, mais l'autre soumissionnaire a racheté l'autre. Fait que là, il en reste seulement un. Fait que là, on s'attend qu'il va y avoir quand même de bonnes hausses. Mais là, en tout cas, c'est pour ça qu'on veut essayer d'aller en appel d'offres, mettons, le plus tôt possible, pour justement regarder, faire peut-être une demande sur 3 ans ou une demande sur 5 ans, tout dépendant des prix qui vont nous sortir. Si les prix sont trop dispendieux, nous autres, on va essayer de regarder autre chose. On ne sait pas encore, mais c'est pour ça qu'on se prépare à ça. Parce qu'avec la flambée des coûts de l'essence, le coût du diesel, puis compte tenu qu'ils ont pratiquement le monopole, ça vient dur à essayer de ils ont le contrôle, dans le fond. L'autre chose qui s'en vient cet été, en principe, ça avait déjà été fait dans le passé. Ils font venir une firme d'extérieur qui vont justement, c'est pas une job que je ferais, mais qui vont analyser les sacs de poubelle. Parce qu'on s'entend que dans notre dépôt en tranchée qu'on a, ben c'est pas un dépôt en tranchée, mais dans notre dépôt qu'on a à Desjely, il y a beaucoup de choses qui pourraient être récupérables ou qui devraient être envoyées dans nos écocentres. Et d'autres choses qui devraient être envoyées dans le compostage. Fait que ces gens-là vont revenir cet été. Ils passent une semaine, ils sont 4 personnes. Ils prennent des sacs de poubelle au hasard, ils rouvrent, ils analysent, ils regardent qu'est-ce qu'il y a dedans, ils les mettent de côté. Puis l'année passée, quand ils l'ont fait, se sont aperçus que 30% de ce qui se retrouve dans un bac à déchets doit se retrouver dans le bac à déchets, mais tout le reste, il pourrait être utilisé mieux que ça. C'est quand même énorme. La RIDT se dit, s'il y avait au moins 50%, on pourrait couper de 50%, ça serait déjà bon. Mais tout ça pour dire qu'on a apporté nos bacs de compost dans nos municipalités. Au niveau du Témiscouata, ça n'a rien coûté à personne aux citoyens. Ils sont allés chercher des subventions pour ça. Sauf que là, ça, c'est régi par le ministère des Affaires municipales. Puis s'ils s'aperçoivent justement qu'il se retrouve encore beaucoup de choses qui est compostable dans ces poubelles-là, ben ils vont nous dire que notre système de compostage qu'on a, ça ne marche pas. Fait que là, il va falloir qu'on grille de bacs comme la majorité des bacs roulants pour le niveau du compostage, mais là, ça va coûter cher parce que c'est un autre coût de transport. C'est ça, une 3e collecte. On ne veut pas en arriver là, mais on fait partie de ces comités-là justement pour vous sensibiliser à l'utilisation du compostage. On va vérifier, on a quand même des conteneurs dans la municipalité, mais je pense que ce serait peut-être important de les mentionner où ils sont pour que les gens ont toute une chaudière de 5 gallons qui pouvaient avoir la chance d'avoir, était tout à fait gratuite, puis il y a des petites poubelles aussi. Fait que si les gens peuvent essayer de composter le plus possible, puis quand on envoie ça dans les conteneurs, justement, à compost qui sont publics, on peut envoyer notre viande dedans, des os. Il y a quand même... mais je pense qu'on va essayer la municipalité essayer de promouvoir un peu plus la meilleure utilisation de notre compost. C'est ça, ces 4 personnes-là, maintenant qui vont venir ouvrir des sacs. Là. Ils viennent chez vous en voleur, ils ouvrent les sacs et l'analysent. Non. Juste pour faire des stats ou ils cognent à la porte après? Non, ils vont aller à Desjely. Les autres, ils vont au site là-bas. Ça aurait pu être pertinent, justement, d'ouvrir le sac par la porte puis de donner de la formation en même temps. Mais... c'est un peu délicat parce que le monde n'aime pas qu'on fouille dans les poubelles. C'est des affaires personnelles. Ça a déjà été pensé, mais là, il y aurait eu des frais de kilométrage. Ça aurait été comme un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que là, les autres le savent. Les camions savent de quelle région qu'ils arrivent. Quand le camion va livrer, va domper là-bas, les autres voient, OK, c'est tel secteur. Ils savent pas. Fait que les autres, au moins, sont capables de dire, bon, OK, ce secteur-là, il manque de compostage.
Est-ce qu'il y a un éco-centre dans le coin? Est-ce qu'il devrait faire plus attention? C'est toutes des choses de même. Il y a eu les rencontres publiques là, quand le projet a été lancé pour le compostage. Là. Mais tu sais, ça serait peut-être pas de bon, ça aussi, des formations porte-à-porte ou des... Là, présentement, justement, un an après, c'était en juillet ou en août, fin juillet, début août, qu'on a eu ces rencontres-là. Puis là, c'est ce que j'ai demandé aussi. C'était dit que, dans le fond, il allait refaire une autre assemblée, d'autres séances d'information et de formation. Parce qu'il y a des gens qui se sont débarrassés de leur gros bac noir. Puis peut-être qu'ils le regretteraient aussi, mais c'est sûr que ça serait le fun. Mais je pense qu'il y a quasiment 50% des bacs au Témiscouata qui ont été retournés dans les écocentres. Fait qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui font le compostage, mais c'est sûr qu'il y a des gens, des petites résidences qui n'ont pas de terrain, ils ne peuvent pas avoir un bac à compost, sauf qu'au moins ils vont composter en envoyant leurs résidus dans des conteneurs appropriés pour ça. Fait que c'est juste vous mentionner de faire attention parce que le jour qu'on va être obligé d'avoir un troisième bac, troisième collecte, là, ça va finir par coûter cher. Mais ça, c'est hors de notre contrôle au niveau de la municipalité. C'est une taxe qu'on est obligé de charger, mais c'est pas plaisant. Mais si on est capable de composter, encore mieux. On a quand même la chance aussi d'avoir un éco-centre ici. Fait qu'il faut essayer d'en profiter le plus possible. Ça a déjà arrivé qu'à un moment donné, un camion n'était même pas capable de lever un bac. Là. Pourquoi? Parce que les gens mettent à peu près n'importe quoi là-dedans. Ils mettent de la roche, ils mettent du sable, ils mettent... on nettoie nos cours. Ben oui, mais à un moment donné, il y a un coût à ça. Puis, la RIDT, les autres, sont chargés, ils payent tant la tonne. Puis les camions sont tous pesés. Fait que le gouvernement sait tout comment qu'on... Puis si on envoie trop de déchets, ben on va payer encore plus cher. On va avoir moins de subventions au niveau de la récupération, tout ça. Fait que je pense que faut être sensible à ça. Puis on espère pas être obligé d'avoir un troisième bac, mais dans le fond, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité à faire. Fait que moi, j'avais pas d'autre chose. Fait que si c'est bon pour tout le monde, la période de questions aux citoyens. Oui, M. Carole. Ouais, dans le 11, c'est quoi ça, Chazek, pour des yachts? T'as-tu... on n'a pas de photo? Non. C'est une espèce de tente. Une espèce de tente circulaire. C'était un peu du... prêt à camper. C'est du prêt à camper, exactement. Là. Fait que eux installent ça de façon pratiquement permanente, puis ils feraient probablement de la location de ça. Là, pour les clients de la ZEC. Pour les clients de la ZEC. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Moi pour la Nive, là, c'est encore le même problème. L'actuaire, comment ça que les trucs restent pris tous à la même place, qu'ils tombent tous à la même place? Il n'y a pas moyen de mettre un rock là, on va mettre de feu, je sais pas. Au lieu de virer, je prends pas le train, qui n'allait pas virer tout de suite à l'autre bout, il y a une belle virée, là, comme à l'autre bout. Jean-Paul, là, il y a un méchant fossé, là. C'est sûr, c'est cru. Il se vire là, il tombe là, tout est en paix. Demain matin, là, encore la même affaire. L'odeur monte, il se donne lui tout. Maintenant, ça va coûter rien, là. Ben, c'est bon, je pense que Francis, si on prend une bonne note. C'est la mais... première fois, là, tu sais, sans être méchant, là. Il pourrait là, passer vite parce que, de toute manière, le Rhin, là, c'est tout, c'est plein de monde, Saint-Luc, plus loin, là. Puis, il vire tout là, du reste d'un qui vire là, il ne gratte pas le reste. OK. Il serait supposé de faire tout le coin au complet. OK. Ben, c'est bon. On reçoit tous les commentaires, mais non, c'est correct. À un moment donné, c'est à tout est en fait. Puis quand il fait beau, là, il y en a un qui passe comme avec un truc, puis il passe un balise, il fait le tour. Pourquoi? Il serait même de subir ça direct, puis quand il y a une tempête, ben, l'autre gars, il va s'enligner là-dedans. Là, il peut pas, ça fait ça de même là-dedans. Pourquoi, là, je ne sais pas. Il y en a un qui fait ça. On va vérifier ça. Bon, merci. Moi, j'ai une petite question. Je parlais de récupération tantôt. Vous n'avez pas passé une loi pour récupérer les carcasses d'animaux morts là, sur les fermes? Là? Parce que on est rendu avec un cimetière, nous autres, d'animaux morts en avant de chez nous. L'été, c'est des coyotes ici à tour de bras. Le voisin, cultivateur,
Ils choisissent ça 3-4 par mois. Et c'est pas normal, supposons avoir un bac de récupération aussi. Il y a Transport Sanimax, là, que la ferme Chelou, ils prennent, puis ils amènent ça à Québec. Là. Le mois passé, il en a monté 5, puis dimanche matin, 2 autres. C'est pas normal. C'est juste en avant de chez nous. L'été, je pense que ça fait. Les aigles, la tête blanche passe. Le soir, c'est des coyotes dans le champ. On pourrait pas de marcher. C'est pas normal. Ouais, il serait supposé de. Il y a même loin que tout le monde. Là, tu sais c'est quoi que tu vas attendre? Oh, oui, non, mais c'est bon. Je trouve pas ça normal. Là. Que lui, il peut le faire, que d'autres le font. Non, mais en principe, c'est pas supposé. Il le fait à noirceur, pour pas personne le voie, mais en avant de chez nous, hein, tu sais comment c'est à manger. On le voit. Tu veux qu'on fasse? Non, c'est bon. Je trouve pas ça normal, moi, là. C'est même à tous les mois, là, 3-4. Je suis sûr qu'il y a autant de monuments là en haut que de la cimetière à Soisy. Je te jure, depuis 3 ans, il y a des animaux là, à tous les mois. Vous ne craquez pas ça. Non, mais on va vérifier ça. On a pris bonne note. Vous avez la vente à consommateur, il y a votre prix, mais il faut qu'il respecte l'environnement. Non, c'est correct. Je connais avec lui, il veut juste les animaux morts. Il arrache pas, hein. Pour enterrer, c'est. Ah, il y a une on va passer un chien avec la tête d'une vache, ah non, c'est pas drôle ici. On a l'habitude chez nous aussi, on va passer les vaches dans le baguet du tracteur, mais on a aussi. C'est pas normal. Non, mais on va vérifier ça, puis merci de l'information. Je sais que j'aurais dû te le dire personnellement, mais les citoyens doivent le savoir aussi. C'est bon. Pourquoi le cacher? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, suggestions? S'il n'y en a pas d'autres, ça me prendrait une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Sonia Beaulieu, on fait la proposition. Donc, merci à tous et bonne fin de soirée. C'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié le contenu qu'on vous a préparé pour l'édition de cette semaine. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, et je sais, je le dis à chaque émission, mais j'insiste vraiment là-dessus, soumettez-nous des sujets si vous avez des sujets qui vous passionnent, des sujets que vous aimeriez entendre parler, que vous aimeriez que l'on couvre, eh bien, soumettez-les nous à tcbh.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.